Bonjour à toi Nixonaute et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle Chronix. C'est la 10e et elle va être sanglante. J'ai mis mon plus beau costume d'Halloween pour l'occasion et si tu as envie de frissonner d'horreur pour Halloween en lisant un livre à la bougie dans un grenier abandonné, ça c'est pas obligé. En tout cas, cette 10e est pour Halloween et la première chronique c'était aussi pour Halloween, c'était il y a 1 an. C'est touchant. C'était avec l'arbre d'Halloween de Ray Bradbury, un conte enfantin. Et c'est donc parfait puisque cette fois, on va faire une incursion dans un futur fait d'atrocités et de violence. Non, je déconne pas. Et on va aussi jouer à un jeu. Allez, on y va. Avant de commencer, je me dois de faire un disclaimer. L'histoire de science-fiction que je te propose dans cette vidéo est un récit plus que dérangeant. Il s'agit de Viande, une dystopie de Martin Arnisseck. Et ce roman porte bien son nom, il est tout rouge d'ailleurs. C'est dans le thème. Cette histoire ne tombe pas dans le gore, mais la brutalité y est omniprésente et les actes clairement décrits. Attention donc si tu es sensible, puisque ce récit s'inscrit clairement dans un axe qui aborde la déshumanisation la plus totale. C'est une histoire sombre et sans espoir, sans morale. Tu peux passer à une autre vidéo si tu le préfères, et pour ça, n'hésite pas à faire un tour dans les playlists de ma chaîne. Ceci étant dit, c'est parti pour ce menu d'Halloween. Menu tartare, hein, quand même. On va faire dans le cru. Le contexte historique au moment de l'écriture de ce roman. Donc cette partie est importante pour comprendre l'axe du récit, mais si le côté historique te saoule un petit peu, tu peux passer au chapitre suivant, le jeu. Tu pourras voir un chat d'Halloween apparaître dans cette vidéo, donc celui-là il compte pas. Dis-moi en commentaire combien de fois tu l'as vu. Il n'y aura pas de cadeau, c'est juste pour voir si tu suis. Donc voilà. Viande est un roman dystopique de Martin Arnisseck. On trouve aujourd'hui ce roman en français grâce aux éditions Les Monts Métallifères et à Benoît Meunier qui a traduit le texte. Et cette traduction est franchement top. Alors, je parle pas tchécoslovaque, mais en tout cas, on est vraiment pris dans le récit. Viande est un récit écrit en 1981 par Martin Arnisseck, alors citoyen de la Tchécoslovaquie, un pays alors sous régime communiste. Ce contexte est crucial pour comprendre l'essence du livre. Les années 80, en Tchécoslovaquie, étaient marquées par la répression politique, la censure et une société soumise à la propagande d'État. Le régime instauré après la Seconde Guerre mondiale a imposé un contrôle autoritaire sur la population. Cette période précédant la chute du mur de Berlin et la révolution de velours, qui a mis fin au régime, est devenue synonyme d'oppression. L'une des préoccupations majeures de l'époque était la pénurie de biens essentiels, y compris la nourriture. Arnisseck s'inspire directement de cette réalité dans son roman en exploitant cette idée de subsistance à travers un cauchemar dans lequel une denrée très particulière, on verra ça dans la prochaine partie, devient la seule source de nourriture. Spoiler, c'est pas de la salade, enfin de la citrouille pour l'occasion. La population, asservie par un pouvoir totalitaire représenté par des bouchers et des policiers, se retrouve piégée dans un cycle de violence et de désespoir qui rappelle, sous un prisme dystopique fort, la vie quotidienne en Tchécoslovaquie à cette époque. Donc on met l'ampli à 11. Toujours personne pour la rêve du film? C'est devenu un Lost Media, c'est pas vrai? Les commentaires sont là. Viande est une allégorie du totalitarisme, une société contrôlée par la peur où l'humanité est dévorée par un système cannibale. Le texte reflète les inquiétudes d'une époque marquée par la répression, les pénuries alimentaires et la déshumanisation provoquée par l'autoritarisme. Les bouchers, dans le roman, semblent clairement symboliser les agents de l'État, capables de décider de qui vit ou meurt de manière même arbitraire dans une société où la survie est précaire. Mais alors, qu'est-ce que cette seule ressource dont il est question et en quoi est-elle si spéciale? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Dans Viande, de Martin Arnisseck, on suit un narrateur vivant dans un futur abominable. Son nom ne nous est pas donné, pas plus que son âge ou quoi que ce soit de réellement distinctif. Ça fait penser à l'homme dans La Jetée. Si tu ne l'as pas vu, va voir La Jetée des 12 singes. Oui, La Jetée, l'armée des 12 singes,
la jetée des 12 singes. On le suit dans son quotidien, à commencer par une scène dans les halles, une sorte de marché ne proposant que de la viande. On apprend rapidement que toute cette société tourne autour de la viande et des tickets servant à l'obtenir. Ces halles sont divisées en 3 classes bien distinctes. La première propose de la viande fraîche, de la meilleure qualité. La deuxième classe récupère les restes de cette première classe, ainsi que les charognes. Quant à la troisième, là, c'est un tout autre monde. Ce qu'on y trouve, de la viande faisandée, des morceaux presque nécrosés, et pourtant, il faut se nourrir, quitte à en être malade. Ce système de classe n'est pas seulement alimentaire, il structure et justifie toute la société. Les bouchers, véritables maîtres des lieux, contrôlent les flux de viande et par extension, le pouvoir. Et franchement, tout est passible de peine de mort, du fait de voler de la viande au simple fait de discuter avec quelqu'un. Et pour cause, toute cette viande est de la chair humaine et il faut bien remplir les étals des halles. Le refus d'obtempérer ne pouvait avoir que cette conséquence. Non que les autres infractions aient été punies d'une autre manière, mais d'un point de vue moral en tout cas, ne pas se plier aux ordres de la police constituait un crime capital. Seules les émotions et états successifs du narrateur nous sont donnés et il ne s'agit que d'une sombre balance perpétuelle oscillant entre la terreur et la faim. Cette faim dévorante qui finit toujours par prendre le dessus. Mais lorsque la peur de mourir de faim s'anime, la terreur se transforme inéluctablement en rage et acte désespéré, voire dépourvu de toute humanité. Donc là, en gros, en se mettant à la place du narrateur, tu peux imaginer que chaque jour est une guerre. Mais pas contre un ennemi extérieur, non, c'est une guerre contre la faim et au final contre toi-même, tes ressources, tes valeurs, qui tu es en fait. Mais là, si tu veux, tu sens très vite que dans cette histoire, ces notions n'existent plus. Le narrateur se réveille sans cesse avec cette douleur, cette brûlure dans le ventre ou la crainte qu'elle le gagne, qui l'empêche de penser à autre chose. Il n'a qu'une obsession, obtenir un ticket, courir aux halles, espérer avoir un morceau consommable, un seul, qu'il pourra peut-être cuire. Parce que même ça, c'est souvent un luxe dans cette dystopie. Pour les plus démunis, le combat n'est pas seulement pour la viande, mais pour quelque chose qui peut être avalé sans être empoisonné. Donc il faut aussi du combustible pour pouvoir cuire la viande qui est normalement impropre à la consommation. Et espérer qu'on reste en vie. Puisque la vulnérabilité dans cette histoire, c'est clairement tout simplement une sentence de mort. On prend rapidement connaissance de cette terrible lutte journalière à laquelle est contraint le narrateur pour survivre. Tout tourne autour de ça dans cette dystopie, ce combat quotidien qui consiste à se procurer des tickets pour acheter de la viande et du combustible. Et c'est donc particulièrement le cas pour les denrées de troisième classe qui sont souvent impropres à la consommation, comme je le disais. Ce quotidien peut paraître lassant, mais le danger étant omniprésent, chaque minute de cette histoire est remplie par l'angoisse de mourir ou le soulagement d'avoir gagné un instant de vie de plus. Et chaque instant de vie se paye par l'atrocité. Le rapport à la faim est omniprésent dans ce récit sombre et macabre. Il n'est pas question de justice ni même d'exécution, mais d'abattage. Le ton est donc parfaitement donné, bien que l'on n'entre pas dans le sensationnalisme. Cependant, la suggestion présente dans tout le récit est brutale et il faut s'accrocher, parce que même si l'on évite les descriptions gore, on ne passe pas à côté de la violence des descriptions des actions. Et elles sont immersives. Toi qui entres ici, tout ça, je me souviens pas de la suite là tout de suite, abandonne tout espoir. Ben voilà. Et bonne lecture! On se sent réellement prise au piège dans l'enceinte de cette ville écœurante, tant par son fonctionnement que par son état. En effet, la peur de s'éloigner de sa viande et aussi les problèmes de transit liés à la consommation de chair nécrosée ou en putréfaction, ça réussit moyen quand même. Oui, non, et là, quand je dis ça réussit moyen, sur le transit, et je parle pas du transit autoroutier. Et Arnisek nous explique bien que les petits coins, c'est là où on est. Ouais, pas trop le temps de penser hygiène ou pudeur, là. Survie, on a dit. Survie. Et cette ville est bien évidemment encerclée par des murs pour la protection de ses habitants. Mais cela était impossible dans le centre-ville. L'agglomération était si peuplée qu'il était inutile d'aller laisser des traces loin de chez soi.
Car même si l'on essayait de ne pas encombrer son entourage direct, on finissait toujours par être encombré par les autres. C'est pourquoi personne ne se donnait la peine de s'éloigner pour se soulager. Dès qu'ils en ressentaient l'envie, les habitants s'exécutaient là où ils se trouvaient. Viande, c'est un peu Mad Max croisé avec 1984. La lutte pour la survie, la brutalité quotidienne, tout ça sous un régime oppressif et violent qui ne laisse aucune place à l'espoir. Arnisek a réussi à nous offrir un récit captivant. Mais à part l'histoire elle-même, qu'est-ce qui fait de ce roman une dystopie vraiment spéciale? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Le style d'écriture d'Arnisek dans ce roman est immersif. Il n'y a pas de temps mort dans ce récit palpitant et, à tout le moins, dérangeant. L'utilisation de la première personne et du présent contribue à cette dimension prenante, mettant en valeur les enjeux auxquels est confronté le narrateur. Il n'a pas d'identité, on ne nous donne aucun point distinctif substantiel. J'irai encore dans quelques rues proches du centre-ville, proches des Halles. Je vis entre autres plusieurs personnes marchant d'un pas rapide et serrant leur pitance contre leur poitrine. À présent, je ne désirais rien d'autre que leur voler leurs biens, car la vue de cette viande avait suscité en moi une forte sensation de faim. Il personnalise la faim, la peur et la violence, et l'on se retrouve confronté au choix de ce personnage vivant aux confins de ce que l'on peut redouter de la déshumanisation de masse. Parce qu'il y a aussi un conditionnement appuyé par l'état de choc permanent dans lequel vivent les habitants de la ville qui abrite la population dont le narrateur fait partie. Le conditionnement de la survie en mangeant ses congénères, l'avilissement de la viande, le réflexe de voir ses semblables comme une denrée de survie et se donner toutes les raisons aux pires abominations. Je ne veux pas dire par là que, si j'avais eu très faim, j'aurais dédaigné sa viande. Mais l'homme était incroyablement décharné, et même si j'avais déjà mangé de la viande de moindre qualité, j'étais encore persuadée de pouvoir m'en procurer une meilleure, et sans courir grand risque, que celle qui s'offrait alors à moi. En gros, tu vois ton voisin comme un steak. T'es joyeux, hein? Non, en même temps, j'avais prévenu. Donc, dans cette partie, il y a du méga dévoilage. En fait, je parle de la fin, pour faire un parallèle avec une autre œuvre. Mais je parle de la fin quand même. Donc, comme d'habitude, tu peux enregistrer cette chronique dans « À regarder plus tard ». Mais alors, où est la lumière dans cette histoire? Où se trouve la morale? On en trouve, mais pas longtemps. Genre une étincelle, quoi. Par temps d'orage. Puisqu'il y a une vie en dehors des murs de la ville. Par un sombre concours de circonstances, le narrateur sort de la ville dans une fuite désespérée, poursuivi par les bouchers qui contrôlent le lieu. Il se retrouve alors dans un environnement qu'il n'aurait jamais pu imaginer, la nature. Ses pieds font connaissance avec une herbe dense et moelleuse, ses yeux s'émerveillent à la vue des arbres doucement agités par le vent, ce vent qui lui apporte des odeurs inconnues, loin de celles charriées par la ville. Et là, on sent cet instant d'apaisement, de lumière et de réconfort, et on est heureux pour ce personnage qu'on a accompagné à travers l'horreur. Le narrateur est finalement trouvé et pris en charge par une communauté libre. Ses membres se sont soit échappés, eux aussi de la ville, soit ils sont nés libres à l'extérieur de celle-ci. La paix règne ici et cet endroit ne fait pas exception. Plusieurs communautés de ce type existent, offrant un havre de sérénité à ceux qui savent l'aimer. Le narrateur est donc soigné et il rencontre une femme charmante ainsi que celui qui sera son beau-papa. Une réunion a lieu entre les membres de la communauté et notre narrateur qui a la surprise de pouvoir se choisir un nom à lui. Il n'en avait jamais eu, la dépersonnalisation faisant foi en ville. On lui explique alors qu'il est libre de parler, de chanter, d'avoir des émotions autres que la peur et de les manifester, mais que l'unique règle est qu'il ne pourra plus jamais manger de viande. Et clairement, il n'est pas trop salade, malheureusement. Mais il essaye. Mais la bienveillance de cette communauté, la gentillesse de ses habitants va bien heureusement permettre à notre narrateur de trouver la rédemption.
et fin. Non, je déconne. On en arrive à ce moment à un point magistral du livre, puisque le conditionnement qui est suggéré et omniprésent sans jamais être clairement amené prend toute sa dimension. Le narrateur vrille complètement, pensant ne jamais pouvoir survivre sans manger de viande. Et au-delà de ça, il ne comprend pas. C'est fou, mais Arnisek arrive à faire passer cet angle d'analyse, celui que le narrateur ne peut tout simplement pas comprendre, ce qui lui est inconnu. Et il mange sa copine et se fait foutre dehors, normal. L'hospitalité, la bienséance, tout ça. Il a alors l'idée lumineuse de... Je te laisse découvrir la fin. Voilà, la morale, la lumière. Cette fin me rappelle celle de l'homme sauvage dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Cet instinct primaire qui prend le dessus, cette adaptation impossible pour ces personnages et les questions existentielles posées quant à la nature de l'humain, l'évolution des sociétés et de ses dogmes. Ces personnages se retrouvent donc déchirés entre leur conditionnement et leur désir de liberté. Et finalement, c'est l'instinct primitif qui l'emporte. Et finalement, c'est déjà un petit peu comme notre société. Nous sommes parfois difficilement capables de nous détacher de certains rêves que l'on nous vend, de cette consommation sans fin où l'essentiel est masqué par le superflu. Ce roman nous pousse à réfléchir à l'avenir et à la puissance des conditionnements déjà en place. Mais ceux-ci n'ont malheureusement pas que des effets immédiats et sont trop souvent pensés à court terme, comme dans un réflexe visant à nous abreuver d'envie à travers une exposition constante que nous subissons tous, à manier nos pensées et attitudes à travers des images nous donnant à force d'habituation des scripts comportementaux. Je vois ce livre, qui date pourtant de 1981, non pas comme un livre rouge par simple souci esthétique, mais comme une alerte, une invitation pressante à se pencher sur l'essentiel, c'est-à-dire notre nature profonde, loin des effets saturés, des vies que l'on veut nous vendre comme parfaites, des éléments futiles que l'on veut nous faire passer pour essentiels. Et fin de la vidéo. C'était chouette, hein ? C'est tout pour cette chronique d'Halloween. J'espère que tu as apprécié de découvrir ou redécouvrir ce roman qui n'a été traduit que tardivement en français. Si c'est le cas, laisse un commentaire sur tes impressions, laisse un pouce, abonne-toi et active la cloche pour en découvrir plus sur l'univers de la SF. Je te dis à bientôt pour une vidéo spéciale qui est en préparation. Ça sera peut-être un petit peu long, mais ça devrait être amusant. En tout cas, moi ça m'amuse, donc voilà. D'ici là, je te souhaite une excellente fête d'Halloween, prends soin de toi et n'oublie pas d'explorer de nouveaux horizons avec la science-fiction. Can you prove that it didn't happen?